Bonjour à toutes et à tous. Dans le présent épisode, je vais répondre à une question d'un téléspectateur que j'ai vu en commentaire hier. La personne, merci pour son soutien d'ailleurs, me pose la question: quels sont les avantages d'avoir un doctorat par rapport à avoir un master dans le cadre de la vie en entreprise? Alors je vais un petit peu parler des avantages inconvénients comparés quelqu'un qui a un doctorat avec quelqu'un qui n'a que un master entre guillemets. Petit disclaimer, bien sûr, tout ce que je dirai n'a aucunement la prétention d'être exhaustif. Ce que je vais dire, ce sont des conceptions issues de mon expérience propre et d'un ensemble de connaissances que j'ai amassées de mon côté et des expériences que j'ai vécues personnellement. Et il faut bien comprendre que moi je suis docteur en biologie des populations, officiellement, parce qu'il y a une liste de disciplines, ce qu'on appelle les sections CNU. Vous pouvez être docteur dans ces disciplines, c'est la nomenclature existante, et j'ai pas l'impression de savoir, disons que j'ai un vécu en étant docteur dans cette discipline. Les autres disciplines, je ne sais pas. Je pense que certaines disciplines en sciences dures, très très appliquées, sur lesquelles il y a des très gros enjeux, par exemple l'apprentissage machine, donc ça sera plutôt informatique pure dure. Je pense que la réalité y est différente et beaucoup plus juteuse que quand on est docteur en écologie ou en biologie des populations. Encore que ça dépend, parce que biologie des populations, si vous étudiez une espèce de moustique vecteur d'une maladie particulièrement problématique au niveau sanitaire à votre époque, vous comprenez bien que vous avez plus de chances de trouver des financements et d'être très bien payé, voire récupéré par une grosse entreprise pharmaceutique ou médicale après votre doctorat, que si vous étudiez, je sais pas, les populations de gorilles des montagnes dans le petit coin à cheval sur le Burundi, l'Ouganda et le troisième pays dont j'ai oublié le nom. Encore que ça dépend, parce que si dans 10 ans, plein de pays décident de mettre des milliards à la sauvegarde de ces espèces-là, vous pouvez passer de la précarité extrême à un très très bon salaire et une très très grande notoriété. Ça dépend. Il y a un curseur politico-socio-économique. Quels sont les avantages inconvénients d'avoir un doctorat par rapport à celui qui a un master? Alors la force du docteur, c'est que la première entreprise qui va engager un docteur en CDI, une bonne partie de son salaire va être remboursée en crédit d'impôt recherche. Je ne sais pas si c'est votre cas au moment où vous regardez la vidéo, donc je vous invite à vérifier cette loi. Mais donc, si vous prétendez intégrer particulièrement un département recherche et développement dans une entreprise, mais toutes les entreprises n'ont pas un service recherche et développement, c'est compliqué pour une entreprise de supporter un tel projet, parce qu'en général, la R&D est un gouffre financier, elle ne produit rien. Ou en tout cas, ce qu'elle produit, en fait, elle va l'intégrer dans des ramifications appliquées, et les bénéfices de son travail sont récupérés par d'autres services. Par contre, la facture pour entretenir un département R&D est très élevée. Donc il n'y a que certaines PME et des grands groupes qui peuvent supporter des services recherche et développement, et donc des salaires de docteurs. Et je vous dis, l'avantage quand même du docteur, c'est que l'entreprise peut se faire rembourser une bonne partie de son salaire en crédit d'impôt recherche, si c'est son premier CDI. Ensuite, en théorie, quand une entreprise recrute un docteur, elle est normalement censée le payer plus qu'un master ou qu'un ingénieur. Mais c'est une généralité un petit peu tangente, et je suis pas sûr que ce soit forcément un avantage, parce qu'au moment des négociations ou de l'entretien d'embauche, l'employeur peut essayer, dans le processus de négociation, de vous faire croire qu'elle est pas très chaude pour de vous présenter votre doctorat comme un inconvénient, parce qu'il va être obligé de vous payer plus, alors qu'il n'a pas le budget. Par rapport à un ingénieur. Donc il peut essayer de vous faire pencher la balance mentalement, vous faire accepter l'idée que vous ne serez pas payé comme un docteur, ou que vous serez moins bien payé qu'un ingénieur, ou autant payé qu'un ingénieur. Et puis en plus, imaginons 2 étudiants qui ont fait leurs études en même temps. Il y en a un qui arrête au niveau master et qui rentre dans une entreprise, et un qui continue en doctorat. Quand le docteur va prétendre rentrer par exemple dans la même entreprise que le masterisé, dans lequel le masterisé travaille depuis maintenant 3 ans,
Si vous voulez, on va comparer à quelqu'un qui a certes que un master, mais qui a déjà 3 ans, voire 4 ans d'expérience. Parce qu'une thèse, en général, le financement dure 3 ans, mais la thèse, en général, dure plutôt 4 ans. Donc, si vous voulez, certes, il a un doctorat, mais l'autre, il a quand même potentiellement 2 ans, 3 ans, 4 ans d'expérience en milieu professionnel, voire peut-être même au sein de la même entreprise. Et moi, je pense par exemple au milieu des développeurs, parce que c'est celui que j'ai fréquenté le plus. Un développeur qui a déjà 4 ans d'expérience, s'il a bien travaillé, il a un bon salaire, il a un bien meilleur dossier que le docteur. Et un développeur qui a le niveau master et qui a 2, 3, 4 ans d'expérience, de mon expérience personnelle, il n'aura pas beaucoup de difficultés à être aussi bien payé que le docteur, voire encore plus. Mais ça, c'est peut-être parce que c'est un domaine où il y a une énorme demande, le milieu des développeurs. Et puis un développeur qui a déjà plusieurs années d'expérience, il peut s'en aller presque à tout moment. Il y a une énorme demande. Tandis qu'un docteur, certes, il a un très très bon, même s'il a un très très bon bagage et très très bonne connaissance, il est assez spécialisé. Donc il peut pas aller, mine de rien, il n'a pas beaucoup de débouchés possibles dans sa branche. Certes, il peut aller travailler chez McDonald's, mais il peut pas trop dire, il peut pas trop faire la fine bouche parce que de toute façon, dans son pays, voire même dans le monde entier, il n'y a pas des masses de places qui correspondent vraiment purement à son profil. En tout cas, c'est ma vision des choses. Alors, il n'y a absolument pas de réponse toute faite à doctorat ou master. J'essaie de vous donner des arguments pour que vous réfléchissiez. Je pense que la réponse vous est propre. Et encore, ce qui sera la bonne réponse pour vous maintenant ne sera pas la même réponse dans 2 ans. Il y a plein de facteurs qui pourraient vous faire changer d'avis. Par exemple, si vous êtes célibataire, que vous avez le niveau master, que vous êtes a priori très dispo pour les 3-4 années à venir, c'est pas la même chose que si vous êtes en master, que vous avez envie de faire de l'appliqué et que vous avez une vie de couple, voire peut-être même un enfant en préparation. Là, faire un doctorat dans ces conditions, je suis pas sûr que ce soit très séducteur, bien que ce soit possible. Et à titre personnel, je pense qu'il faut faire un doctorat, non pas par appétence du gain, du salaire derrière, mais plutôt par passion. Je pense que c'est le motif le plus important. Je sais que ça fait cliché de dire ça, mais c'est vrai, c'est vraiment un truc, pour mener jusqu'au bout un doctorat, faut vraiment être très très intéressé par son sujet. Si vous avez cette curiosité, cette envie, le doctorat, c'est bien. Mais le problème du doctorat, c'est aussi que vous ne savez pas les problèmes que vous allez avoir pendant votre doctorat. Même si tout se passe bien, même s'il n'y a pas de raison pour que tout se passe mal, on ne sait jamais ce que la vie vous réserve. Vous serez bien incapable de prévoir ce qui va se passer dans 6 mois. Alors dans 1 an ou 2 ans, imaginez-vous, impossible de savoir, sauf que dans 1 an ou 2 ans, vous serez en plein milieu de votre thèse, voire au bout de 2 ans de thèse, normalement, vous commencez à rédiger le manuscrit de thèse. Donc s'il y a un problème, sachez que le système hiérarchique d'encadrement des docteurs est très marqué. C'est très compliqué quand il y a des problèmes de faire entendre sa voix et d'être protégé. J'ai parlé de ce problème dans un autre épisode que je vous mets en fiche et dans la description. Allez le voir, comme ça vous comprendrez bien de quoi je parle. Alors ensuite, une manière de penser, c'est que dans le contexte de morosité socio-économique, c'est-à-dire vu les problèmes de chômage en France métropolitaine, par exemple, c'est là que je connais le mieux, autant continuer ses études le plus longtemps possible, surtout si vous avez déjà une bourse, si vous arrivez à trouver un équilibre, autant continuer, puisque vous avez la chance d'être dans un pays où on peut vous donner l'opportunité de continuer à amasser plus de connaissances et satisfaire votre curiosité dans ce domaine. Mais encore que cet argument est un petit peu tangent, faut pas du tout avoir confiance dans votre perception du contexte socio-économique à travers les informations qui vous sont données par les médias, parce que les médias, en termes de fiabilité, c'est pas ça. Et puis, les statistiques ne s'appliquent pas à un individu. Peut-être que tout le monde, 99,9% des étudiants en master ont du mal à trouver du travail dans les 6 premiers mois, certes, mais à votre échelle à vous, ça ne veut rien dire. Peut-être qu'avec votre réseau, votre caractère, je ne sais quoi, vous allez trouver en moins d'1 semaine un travail qui va vous rendre extraordinairement heureux et riche dans les années à venir. Enfin, je parle de richesse, je pense pas qu'on puisse devenir riche en restant salarié. Donc, que vous soyez docteur ou master, si vous restez salarié, de toute façon,
pour l'aspect richesse, c'est pas possible. Hein. Par contre, l'avantage du docteur sur le master, c'est que comme il vous pousse à toujours, vous êtes obligé pour réaliser votre doctorat d'être toujours plus autonome, indépendant et formé à plein de choses, et recherche, administratif, économique, fiscal. Peut-être que si vous voulez devenir riche et donc que vous allez être obligé de devenir entrepreneur, de créer, je ne sais pas, une entreprise, un laboratoire, des brevets, c'est peut-être mieux de faire un doctorat, mais ça n'est pas valable cet argument si vous êtes un master qui est extrêmement dans son caractère autonome et qui vous savez au fond de vous-même que si vous deviez créer une entreprise, un business, vous seriez parfaitement à même soit d'engager les bonnes personnes pour faire la comptabilité, l'administratif, le fiscal, soit d'aller chercher les informations vous-même. En général, c'est les deux qu'il faut faire. Alors, ceci dit, l'inconvénient d'avoir que un master, j'ai déjà rencontré des gens, notamment Sofia Rivaez. C'était une collègue de travail dans le Delta de l'Èbre, dans un laboratoire de recherche de l'IRTA, IRTA, Institut de recherche en technologie agroalimentaire. Si vous voulez, Albert Bertolero, qui est un chercheur émérite très très connu dans son domaine, avait déposé un projet auprès de la Commission, de l'Europe. Je ne saurais pas vous donner en détail, mais il y avait plusieurs millions d'euros qui avaient été débloqués pour lancer un programme de recherche construit par Albert Bertolero avec l'expertise d'autres chercheurs, d'autres techniciens de l'environnement, notamment Madame Rivaez. Et donc les financements ont été alloués, le projet a été lancé, et puis en cours de route, il y a un professeur, un professeur, forcément, un professeur a forcément un doctorat en mathématiques qui s'appelle Nuno Caiola, qui a dit cette personne, Sofia Rivaez, dans le projet, vous avez prévu de la payer tant, mais elle n'a pas un doctorat, donc il n'y a pas de raison que vous la payiez autant. On va la payer comme quelqu'un qui n'a que un master. Et là, il y a eu un gros problème. Parce qu'effectivement, dans le domaine universitaire, on suit beaucoup plus des grilles. Et donc, elle a été clairement embêtée par ce docteur Nuno Caiola qui a voulu un peu tirer la couverture à lui. Parce que l'argent qu'on ne donnait pas à Sofia Rivaez pour ce prétexte qui administrativement est assez juste, défendable en tout cas, on pouvait le mettre ailleurs. Hein. Et dans le domaine de la recherche, il y a beaucoup de guéguerres pour récupérer des sous pour son propre projet. Et Madame Rivaez s'était ouverte à moi en me disant finis ton doctorat parce que moi je l'avais pratiquement terminé, on m'a fait une offre juteuse dans le domaine du privé, j'en avais marre du doctorat, ça se passait pas bien avec mon docteur. Je suis parti sans soutenir, donc j'ai pas mon doctorat et tu vois je suis coincé, je suis embêté maintenant. Et c'est vrai que c'est délicat parce que même si à un instant donné vous avez toutes les raisons que tout le monde vous aurait dit oui t'as eu raison d'arrêter ton doctorat, parce que je sais pas, ton directeur te harceler, te tripoter dans l'absolu, même si tu as des très bonnes raisons, 5 ans, 10 ans plus tard, si t'as pas porté plainte, si t'es juste parti, il ne reste que ça. Tu n'as pas de doctorat. Et donc ça peut être compliqué de justifier ça, même avec un très bon réseau pour te soutenir. Enfin, je pense qu'il faut bien garder à l'esprit qu'on est dans un système capitaliste. Je pense qu'il faut pas trop comparer doctorat et master, pour les raisons que je viens de donner, et puis parce qu'en plus on est dans un système capitaliste. Et donc, est bien payé celui qui arrive à se vendre le mieux, celui qui a les meilleurs leviers. Alors il y a différents leviers, hein, il y a les compétences sociales. Hein. Enfin, vous pouvez être mieux payé par une entreprise parce que socialement on vous préfère. Hein, ça peut paraître injuste, mais c'est comme ça. Hein, il y a plein de gens qui sont mieux payés que d'autres dans la même entreprise à compétences égales, voire à compétences inférieures, parce que tout simplement les gens les apprécient plus, et notamment la direction, pour des raisons humaines. Comme autre levier, il y a l'expérience. Hein. Si vous avez de l'expérience dans le domaine et qu'on s'arrache vos compétences, si vous n'avez qu'un master, par rapport à un docteur qui n'a pas d'expérience, on est dans un monde capitaliste, on peut très bien vous payer beaucoup mieux et vous donner des meilleurs avantages en nature, hein, notamment logement de fonction, véhicule de fonction, etc., etc. Et puis, une entreprise, c'est une aventure humaine. Donc, quand vous êtes particulièrement valorisé dans une entreprise, respecté, quand la direction envoie au reste des salariés que vous êtes un pilier, il y a plein de petits rouages qui sont huilés pour vous. On va pas vous faire suer sur plein de choses, tandis que les autres personnes, on va leur demander de justifier plein de choses, etc., etc. Il y a le levier aussi de la créativité en parallèle de l'entreprise. Moi, je pense que tous les salariés
faut qu'ils créent quelque chose en parallèle de l'entreprise, au moins dans une optique d'avoir un profil atypique riche, voire même dans une optique de devenir indépendant et de quitter le salariat, de créer sa propre entreprise. Alors il faut faire attention parce que je vous rappelle que si vous travaillez dans un domaine de l'informatique par exemple, et que vous créez quelque chose sur vos heures de temps libre, les week-ends, mais qui est dans l'informatique, quand vous allez vendre ce produit, même si ça marche du feu de Dieu et que c'est dans un domaine informatique différent de celui de la boîte peut tout à fait essayer de récupérer votre projet en totalité. C'est déjà arrivé par le passé, notamment aux créateurs de Minecraft. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est aux États-Unis. Non, mais en France aussi, il y a ce problème-là, donc faites-y attention. Il y a aussi l'importance du réseau. Un docteur qui n'a que son réseau universitaire, il fait pas beaucoup le poids par rapport à un ingénieur ou un master qui a un très bon réseau. Alors un réseau dans son domaine de technologie, donc les meilleurs spécialistes de sa branche, qui peut appeler tout de suite quand il cale sur un gros problème dans son service R&D et avoir une solution rapide qui va le débloquer et faire avancer mine de rien tout le projet de l'entreprise, ce projet R&D. Et des fois, c'est des projets dans lesquels il y a des dizaines de millions d'euros derrière, donc c'est extrêmement important. Il y a l'aspect réseau professionnel demain, il n'y a pas de problème si l'entreprise me casse les pieds, je me barre, je me fais rembaucher ailleurs. Il y a l'aspect réseau des fournisseurs pour si j'ai besoin d'acheter du matériel. Il y a l'aspect réseau avec le milieu universitaire aussi, parce que un master qui a un très beau réseau avec des chercheurs universitaires, il est presque à égalité avec un docteur qui a un très bon réseau dans le milieu universitaire aussi. Il y a l'aspect réseau politique aussi. Les politiques ont une capacité de favoriser certaines entreprises, d'accorder plus facilement certaines choses à certaines entreprises. Donc un masterisé qui a des copains en politique ou d'extrêmement bons contacts avec des personnes, des élus locaux, rien que des élus locaux, c'est beaucoup. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai cherché un financement de thèse, il y a un professeur d'université qui m'a proposé un financement de thèse. Et je suis presque sûr que ce financement de thèse, il l'a obtenu grâce à un contact en politique. Alors, je vais pas vous donner de nom pour éviter les problèmes. Je vais appeler l'élu. C'était un élu, un ancien maire d'une ville, une belle ville, qui était, je crois, devenu préfet entre-temps. Je vais l'appeler X, cet homme politique. Donc, si vous voulez, les élus et le pouvoir politique reçoivent pour chaque poste de financement, pour chaque financement possible, un ensemble de dossiers qui vient de plusieurs laboratoires dans le coin. Là, c'était un financement régional. Donc, tous les laboratoires et certaines entreprises en partenariat avec des universités avaient envoyé des dossiers où ils demandaient, ils justifiaient. Il y avait, en fait, pour chaque demande, un dossier complet. L'administration demandait d'expliquer les choses scientifiquement, fiscalement, administrativement. Et parmi les dossiers qui ont été retenus, il y avait le dossier qui m'a été proposé, le sujet qui m'a été proposé, mais quand vous regardiez le dossier, il était presque vide. Il y avait le minimum du minimum. Et comment expliquez-vous que le dossier qui est mal rempli est le financement et que les dossiers qui sont bien remplis, très très bien remplis, extrêmement remplis, voire trop remplis, ne soient pas financés et qu'en plus, la personne qui me propose le financement de thèse me dise « Ouais, j'ai des contacts, c'est bon, on va l'avoir ce financement. » Donc ne soyez pas un Teletubbies, on est dans un monde capitaliste et on est en France, c'est quand même un pays de caste. L'importance du réseau est très 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 importante. Je suis désolé pour ceux qui aimeraient comme moi qu'on vive peut-être dans une France un peu plus méritocratique, mais on n'y est pas encore, Et j'ai envie de vous dire que l'avantage d'être un master sur cette question, c'est que vous allez plus vite dans le contexte de la vie entrepreneuriale et plus vite potentiellement aller à des réceptions mondaines ou vous débrouiller pour aller croiser des hommes politiques sur des marchés ou des événements, que sais-je. Tandis que quand vous êtes docteur, à mon avis, vous avez la possibilité de rencontrer des gens assez puissants, assez importants. Vous avez la possibilité aussi, donc voyez, l'important c'est de faire du réseautage. Quoi qu'il en soit, je vous déconseille de faire un doctorat dans une thématique qui ne vous plaît pas. Parce qu'on n'a pas besoin que la société dépense des centaines de milliers d'euros à former des gens dans des domaines qui ne les passionnent pas et qui en plus risquent de quitter au bout de plusieurs années. On a besoin d'ingénieurs et de chercheurs, mais des ingénieurs et des chercheurs épanouis parce qu'ils sont beaucoup plus productifs.
Alors il y a un jeune homme pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est développeur web, qui est niveau master, lui, que j'ai rencontré quand j'ai travaillé dans ma première entreprise pendant ma thèse. Et lui, c'était un jeune homme qui avait reçu des informations très précieuses pour négocier son salaire. Il me disait, par exemple, tes augmentations de salaire des années à venir, elles se négocient au moment de ton embauche dans l'entreprise. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que tu fais ton premier entretien d'embauche, t'attends de voir si ton profil plaît, et après tu négocies ton salaire, et après tu négocies tes augmentations. Il me disait non, ça marche pas du tout comme ça. Moi je le savais pas, j'ai pas du tout, dans ma famille on n'a pas trop de culture à ce niveau-là. Donc vous voyez que ça par contre c'est très important. Ce sont des informations cruciales qui font que même un master va être potentiellement bien mieux payé qu'un docteur, parce que le docteur il n'a pas trop été formé sur ces questions-là. Un avantage qu'a le docteur, par contre, et là je vois pas comment trop le master pourrait rivaliser, c'est que le docteur, il a la possibilité, dans les années à venir, s'il le souhaite, de devenir habilité à diriger des recherches. Et comme le disait un professeur très charismatique et connu de l'université de Toulon, dont le nom m'échappe et que je vous mets à l'écran actuellement, c'est plus facile de décrocher son habilitation à diriger des recherches à l'université de Toulon que de trouver une place dans une garderie pour enfants. Et quand vous êtes HDR, vous allez pouvoir diriger des étudiants dans leur doctorat, c'est-à-dire prendre des étudiants de master et les encadrer dans leur doctorat. Et donc vous aurez la possibilité d'avoir plus de responsabilités de recherche et de mener des projets de recherche qu'un master ne pourra absolument jamais mener. Alors un master, avec son expérience des années et son travail, il peut devenir co-encadrant d'un doctorant. Un doctorant, c'est un docteur en devenir, s'il soutient avec brio sa thèse. Mais un co-encadrant, il a un pouvoir presque nul. C'est un peu le dindon de la farce, si vous voulez, c'est les gens très très riches intellectuellement qui apportent beaucoup aux doctorants. Et même, dans certains cas, les co-encadrants, donc peut-être des masters avec de l'expérience, peuvent être les gens qui vont être les plus utiles aux doctorants dans toutes ces tâches administratives et de toutes ces tâches de recherche. Mais le crédit des projets du doctorant et de sa soutenance de thèse reviendra essentiellement au directeur de thèse ou aux co-directeurs de thèse qui ne peuvent être des directeurs co-directeurs que s'ils ont un HDR. Et en cas de problème, si le doctorant s'aperçoit qu'il y a des directeurs de thèse qui font pas des choses pas bien ou qui falsifient des données, etc., même dans des choses sales, les co-encadrants, ils ont très peu de pouvoir. Ils ont presque aucun pouvoir administratif. Tout ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est faire jouer leur réseau pour éventuellement contacter des HDR ou des gens supérieurs dans la hiérarchie avec lesquels ils ont d'excellents rapports sociaux, on en revient à ça, pour leur signaler le problème, pour que ces gens se penchent sur la question et aillent foutre éventuellement le nez là où il faut pas pour mettre en défaut les directeurs de thèse. Parce que ceux qui en général ils ne feront pas parce que c'est très mal vu. Et même si y a effectivement un problème, c'est dans l'intérêt de personne que des supérieurs hiérarchiques dans le domaine de la recherche académique aillent chercher des noises à leur subalterne. C'est pas comme ça qu'on monte dans le domaine de la recherche universitaire. Alors s'il y a des docteurs et des masters qui voient cette vidéo, je les invite à se manifester dans les commentaires pour valider ou invalider, apporter leur expérience, leur vécu sur ces questions. Si vous avez apprécié ce retour d'expérience, je vous invite à me le dire dans les commentaires parce que ça fait très plaisir. Si vous n'avez pas le temps de laisser un commentaire, pensez au pouce bleu. Et puis abonnez-vous surtout, comme ça on pourra parler d'autres sujets ultérieurement.